Ça s'apprend pas à l'école, évidemment, ça Oui, ne s'apprend pas dans les manuels. C'est oui, vraiment, comme je vous disais, un métier de la main. Et puis, donc, mon oncle a appris de son père, qu'il le tenait de son grand-père, etc. Il a appris à Stéphane, et Stéphane est en train d'apprendre à Joseph. Mais ça prend énormément de temps. Stéphane dit souvent qu'il lui a fallu au moins 3 ans pour être vraiment autonome. ouais. Alors, si on a une passion, si on a une passion pour le pastel, on ne devient pas, on va dire, fabricant de couleurs, de pastels comme ça en quelques semaines, en quelques mois, quoi. Non, c'est sûr. Après, c'est peut-être pas une passion au départ. Joseph, je suis pas sûre que quand on l'a employé, il s'est dit ah oui, c'est ma passion de fabriquer du pastel, ça c'est évident. Mais ça le devient. Ça le devient parce que on peut pas travailler dans des métiers artisanaux comme ça, quels qu'ils soient, sans qu'il y ait la passion derrière. Alors je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est quand même l'artisanat, c'est pas facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile de toute façon aujourd'hui et de moins en moins. Mais si la passion ne vous anime pas, c'est de toute façon impossible de continuer. Enfin, je pense. Bonjour et bienvenue sur le podcast Place des Illus, le podcast qui te parle des métiers de l'illustration. On y parle de savoir-faire, de connaissances, de spécificités, de support, de médium et de technique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de terminer le montage de ma rencontre avec Karine Loiseau qui travaille pour les pastels Giraud. Elle gère l'entreprise avec son mari et on va parler d'artisanat, du travail de la main quand on est fabricant de couleurs. Cette rencontre, je suis très contente de l'avoir faite pour parler de couleurs et d'artisanat, pour parler de l'origine de la fabrication des pastels et de dresser justement un portrait du pastel sec aujourd'hui, parce que Karine va me présenter plusieurs artistes que je ne connaissais pas. Et donc j'en profite pour dire que pour tous les épisodes, je documente dans le commentaire principal de l'épisode les références. Ce sera donc le cas là pour tous les artistes et pour toutes les choses que Karine évoque. Donc on va parler des temps forts aussi de la marque Pastel Giraud, du nuancier historique et de sa reconstitution, des difficultés à produire et de qualité. On parlera aussi du label OFG et puis donc des pastellistes contemporains qui peuvent être découverts à l'occasion. En tout cas, moi, ça a été le cas. Je suis convaincue que les pastels, comme le crayon de couleur, ont énormément de potentiel et qu'il y a justement beaucoup à faire pour travailler peut-être l'illustration comme médium artistique avec du pastel. Bon, c'est une conviction tout à fait personnelle, mais je crois que moi, je vais m'y mettre. Je faisais du pastel il y a quelques années. J'avais oublié que j'aimais ça. Alors je voulais remercier Karine Loiseau pour m'avoir redonné le goût du pastel et j'espère que cette rencontre va toi aussi t'inspirer. En attendant, pour ne pas faire plus long, j'en profite pour rappeler à tous et à tous qu'un petit clic, quelle que soit la plateforme d'écoute, ça booste le podcast. Ça m'aide à continuer car ça lui donne de la visibilité. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à le partager à tes amis, tes collègues ou toute personne qui pourrait être intéressée par ces rencontres. Sur ce, pour de vrai, une bonne écoute et en route. Karine Loiseau, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Pour démarrer, j'avais une question. Alors, ça m'a intriguée quand je l'ai découvert. Quel métier exerciez-vous avant de diriger les pastels Giraud? J'étais dans une grande entreprise parisienne, j'étais à la RATP. J'y ai exercé plusieurs métiers. J'ai commencé par être responsable de terminus de métro. Donc, je travaillais sur une ligne de métro où je manageais des conducteurs, des agents de service, etc. J'ai fait une mutation vers un pôle qualité, une unité de qualité d'un département de maîtrise d'ouvrage où j'ai mis en place
l'ISO 9001, donc qui est une norme de qualité. Et puis à la fin, j'étais au pôle social, c'est-à-dire que j'étais plutôt en charge du recrutement interne des agents, des mobilités internes, etc. Donc plutôt dans les RH. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui vous servent encore aujourd'hui? Probablement tout ce qui est management, par exemple. Alors même si aujourd'hui j'ai une toute petite équipe, j'ai toujours eu mais ça c'est ma personnalité plutôt, mais j'ai toujours mis en place un management participatif. Je suis pas trop, comment on dit, directive. Je préfère faire partager, et ça, je le faisais déjà à la RATP. Voilà, je préfère que ça se passe bien et que ce soit donnant-donnant. Et quand on demande quelque chose à quelqu'un, il le fait parce qu'il sait aussi que quand l'agent a besoin de quelque chose, on est là. Donc ça continue de me servir, mais je pense que c'est plus ma personnalité que mon expérience. En fait, ça n'a vraiment rien à voir être dans une grosse maison comme la RATP voilà, c'est une grosse institution, les choses sont difficiles à faire bouger, il y a une forte présence syndicale, etc. Ce qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Finalement, aujourd'hui, je suis vraiment dans des domaines mais totalement opposés. Ça me permet peut-être de mieux comprendre la vie, de mieux envisager ce qui m'entoure, mais c'est tout, quoi. Non, j'ai vraiment eu tout à apprendre, en fait. Est-ce que vous aimeriez justement nous faire découvrir votre métier actuel et une de ses facettes, si vous avez des choses à nous raconter en particulier? En fait, il y a vraiment deux facettes, comme vous dites, différentes. C'est-à-dire qu'il y a tout l'esprit donc entrepreneurial, comment on gère une entreprise, comment on la fait vivre, la fait évoluer. Même si c'est une entreprise finalement qui est avec un métier de niche, la concurrence est tout de même présente et de plus en plus. Si on a le meilleur produit au monde, si on ne parle pas de vous, on vous oublie. Hein. Donc c'est quand même quelque chose à alimenter au quotidien. Et puis il y a tout l'aspect, justement, c'est un métier rare. Découvrir un milieu où les clients sont pas, sont pas des gens lambda. Si, c'est des gens lambda, mais je veux dire le milieu artistique, c'est un milieu particulier avec ses codes. C'est tout ça qu'il a fallu découvrir et que je pense que nous, je dis nous parce que donc je suis co-dirigeante avec mon mari. Hein, on a repris l'entreprise tous les deux. On a dû apprivoiser et je pense qu'on continue à en découvrir. De toute façon, je pense qu'on apprend toujours. Hein, donc voilà. Est-ce que vous-même, vous aviez une pratique du pastel et une pratique artistique dans votre adolescence, dans votre enfance et tout, ou pas? Alors, non, pas du tout. Ni mon mari, ni moi d'ailleurs. Et pour la bonne continuité de notre marque et de notre produit, il vaut mieux que ce ne soit pas nous qui mettions en avant le produit de manière artistique. Non, parce que je suis une piètre peintre. Non. J'adorerais, mais je n'ai aucun talent. Mais c'est pas grave, comme je le dis souvent aux gens, le talent, il n'y a pas que le talent, hein, ça peut se travailler, s'apprendre. D'ailleurs, on le fait. Mais aujourd'hui, moi, malheureusement, j'ai pas trop le temps. Donc, je m'y suis essayée avec des artistes confirmés, mais malheureusement, j'ai pas le temps d'apprendre. J'aimerais bien, peut-être je le ferai à la retraite comme mes clients. En fait. Si j'ai une retraite. Ça me fait penser à des souvenirs que j'avais quand j'ai commencé à apprendre à dessiner. Et le premier cours que j'ai fait, effectivement, la salle, le cours était rempli de jeunes retraités et de retraités de plusieurs années qui apprenaient à peindre et à dessiner. Et voilà, ils faisaient toutes sortes de techniques académiques. Et c'est un âge, en fait, où si on en a envie, en fait, on peut encore apprendre, en fait. C'est vrai. Hein, oui, bien sûr. C'est le quotidien. Hein. Les gens sont. On en a hein, des clients qui sont en activité et qui peignent pour autant. Hein, c'est pas. Oui. Mais c'est vrai que la majorité des gens attendent de ne plus être en activité professionnelle pour prendre du temps pour eux. Et puis, certains se mettent peut-être au bricolage, au jardinage, à la couture, j'en sais rien. Et puis d'autres à la peinture. Et voilà. Donc notre clientèle, elle est faite de ces gens-là, ces artistes totalement amateurs au sens noble du terme. Hein. Donc ça peut être vraiment la personne qui fait ça tout à fait en loisir, et puis jusqu'aux artistes confirmés professionnels. C'est assez large. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous raconter les origines de la fabrication des pastels, on va dire pastels secs,
d'ailleurs, ça va être précis. Alors, étant donné qu'on est au bout de la rue où se trouve la grotte de Lascaux, nous, on aime bien dire que les origines, ce sont les Cro-Magnons, parce qu'ils peignaient déjà avec des pigments, etc. Mais ça, c'est plus pour la blague. Apparemment, les premiers pastels seraient... la première œuvre où on aurait vu du pastel, ça daterait de 1465. C'était un peintre qui s'appelait Jean Fouquet qui aurait commencé ça. Mais réellement, on parle du pastel plutôt au 18e. Au départ, c'est les peintres des rois qui ont commencé à utiliser le pastel pour rehausser des travaux faits à la mine de plomb ou à la sanguine. Donc voilà, c'est plutôt pour faire des portraits de rois que le pastel a vraiment commencé à émerger. Ensuite, on en est arrivé à des œuvres complètes, je dirais milieu 18e vers 1750 à peu près. Donc portraits, puis après des paysages, et puis après un peu de tout, mais les œuvres complètes au pastel, oui, c'est plutôt milieu 18e, oui, c'est ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas très bien les pastels, est-ce que vous pourriez nous en détailler la composition et les étapes de fabrication ? Je vais vraiment vous parler de nos pastels parce qu'aujourd'hui, dans le commerce, mais je veux quand même attirer l'attention de vos auditeurs, dans le commerce, on trouve vraiment plein de pastels différents à différents prix aussi. Dans des magasins de discount où on peut trouver 50 pastels pour 10 €. Bon, il faut évidemment être averti sur le fait qu'il ne va pas y avoir la même chose dans ceux-là que dans des spécialistes de cette fabrication de pastels. Alors, nous, nos pastels se composent essentiellement de ce qu'on appelle les blancs, c'est-à-dire chez nous des argiles blanches qu'on va venir mélanger avec différents pigments. Dans nos pastels, dans une couleur, on peut trouver jusqu'à 7 ou 8 pigments parfois différents. Ça se pèse au centième de gramme. Et on n'aura pas, on entend des fois du talc, de la glycérine. Alors certainement pas, parce qu'on est sur du pastel sec. De la craie, des choses, voilà. Il peut y en avoir dans certains produits, pas dans les nôtres, c'est évident. Donc là, on est vraiment sur des argiles, des pigments. La première étape, c'est ça, c'est la pesée. Donc, on pèse les différentes matières qui sont en poudre au départ chez nous, et puis on va venir les mélanger avec de l'eau. Donc, l'eau va permettre vraiment ce mélange, et ensuite, la troisième étape va être celle de la presse, c'est-à-dire qu'on va mettre le mélange dans une toile qui est tissée de telle sorte à ce que quand elle est mise sous presse, l'eau va couler clair et toute la charge pigmentaire va rester à l'intérieur de la toile. Mais cette étape permet d'enlever l'excédent d'eau qui a servi au mélange. Ensuite, lorsque le pâton en fait est débarrassé de son excès d'eau, Stéphane, mon mari, va venir le travailler à la main et l'égrainer. Là, c'est vraiment un métier de la main parce que moi, je vous l'explique, mais je ne saurais pas le faire parce que c'est quelque chose qui doit se ressentir. Tout ce qui est justement savoir-faire artisanal qui se met en exergue à ce moment-là parce que tous les pigments ne réagissent pas de la même manière et très souvent, je l'ai entendu dire que tant qu'il n'avait pas réalisé toutes les couleurs, il découvrait encore d'autres sensations. Et la qualité de nos produits réside aussi dans cette étape de malaxage de cette pâte et pour lui donner une certaine consistance et avoir peut-être besoin de la réhumidifier si elle manque un peu d'eau ou de la laisser un peu reposer s'il y en a encore trop. Donc cette étape est cruciale. Et une fois que le pâton a été égrené et malaxé, nous utilisons une extrudeuse. Je le précise parce que, par exemple, d'autres fabricants peuvent rouler les bâtons à la main ou d'autres vont les mouler dans des moules particuliers. Nous, on utilise une extrudeuse. Donc, c'est une machine assez simple, un gros cylindre qu'on va remplir de pâte. Au bout, il y a un piston avec une poussée. On va mettre un orifice calibré pour avoir toujours le même diamètre. Et puis donc, une fois que la machine est remplie de sa pâte, donc ça met en route, ça pousse et on va sortir des longues lignes de pastel sur une planche. Et ensuite, Stéphane, à l'aide d'un gabarit et d'un petit tranchoir, va venir couper chaque ligne pour que le bâton soit toujours de la même dimension, de la même longueur. Une fois que les bâtons sont formés, coupés, il prend un petit poinçon où il va adapter le numéro de référence de la couleur.
Donc on va changer le numéro à chaque teinte évidemment. Donc et l'apposer tant que le bâton est encore humide, donc qu'il est modelable, il va venir poinçonner, apposer le numéro et la marque, donc Giro, sur chaque bâton. Il faut savoir qu'une fabrication, une couleur, c'est à peu près 1000 bâtons. Donc, il va venir marquer 1000 fois voilà, du numéro de la teinte. Ensuite, on les dépose sur les planches, on les dépose sur des clés de séchage et elles vont sécher à l'air ambiant, hein, donc plus ou moins 3 semaines à peu près, pour que le bâton soit bien sec et notamment à cœur et pouvoir l'utiliser. Voilà, alors suivant le temps, s'il fait plus ou moins chaud, parce qu'on n'utilise ni accélérateur ni retentisseur de chaleur, on va avoir en moyenne 3 semaines de séchage. Une surveillance très très régulière, quoi. On surveille, on voit rapidement quand le bâton commence à sécher, il change de couleur, il s'éclaircit, hein, comme tout ce qui est mouillé, c'est plus foncé, et quand ça sèche, ça s'éclaircit. Mais on sait très bien que même s'il est clair à cœur, il n'est pas encore sec. Donc voilà, on les laisse sécher tranquillement. Et après, tout ça, c'est la difficulté d'avoir beaucoup de couleurs et d'être en capacité d'avoir tout le temps le stock. Voilà, plus on a de produits, plus avoir le stock et donc les fabrications à disposition, c'est difficile en fait. Comment c'est de maintenir justement l'ensemble de cette belle palette? Alors, si je peux juste revenir sur une explication du nuancier, justement, parce que parfois il interroge, donc je vais en profiter. Le nuancier, au départ, il fait effectivement 526 teintes et il est, à la différence d'autres fabricants, il est arrangé d'une manière assez particulière parce qu'il va se découper en 4 cartes. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tous les bleus, tous les verts, tous les marrons ensemble. On a 4 cartes. La première étant celle des portraits. Et je reviens sur ce que je disais au départ. Il a été choisi de faire cette carte des portraits parce qu'au départ, justement, ce sont les portraitistes qui ont commencé à utiliser le pastel. Donc, on a une carte portrait, une seconde paysage, une troisième fleurs et fruits. Et la dernière, c'est les tons rompus, les tons pour fond. Donc ces 4 cartes représentent les 526 teintes. Et puis, dans les années 60 environ, il y a eu une collaboration avec une autre marque qui n'a, à mon sens, pas été très profitable à Giro. Mais heureusement, on s'en est sorti. Et à ce moment-là, il y a eu des coupes de fait dans ce nuancier pour ne garder que, entre guillemets, 300 couleurs. Les 300 couleurs donc ont été fabriquées pendant au moins 50-60 ans. Donc, il manquait 226 teintes. Voilà. Mon oncle, de qui nous avons repris la suite, fabriquait tout seul. Et comme je l'expliquais, c'est difficile de maintenir un stock d'autant de teintes, et notamment tout seul. Donc, il n'a jamais réussi à reconstituer les teintes manquantes. Ça a toujours été son vœu, mais il n'a jamais réussi. Et quand nous avons repris avec mon mari, ça a tout de suite été notre objectif principal de se dire ok, on rachète cette marque, on va lui redonner son entièreté et on va reconstituer l'intégralité du nuancier. C'est pas évident, évidemment, mais nous avons profité de l'année 2020 où nous fêtions les 240 ans de la marque pour se dire il faut faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors, nous avons ressorti 20 teintes qui n'étaient plus fabriquées. Alors, 20 teintes, ça peut paraître peu, mais rajouter au reste, c'était un sacré challenge. La difficulté, le but chez Giro, c'est pas de créer aujourd'hui, ce n'est pas de créer des nouvelles teintes. Certains fabricants, aujourd'hui, on peut tout faire en peinture, vont créer des teintes pailletées, fluorescentes, des choses comme ça. Nous, on s'attache à rester sur nos teintes historiques. Les teintes du 18e, il n'y avait pas de paillettes, il n'y avait pas de... Voilà. Donc, le but, c'était de refaire ce nuancier à l'identique. Et toujours, on essaye de maintenir les teintes toujours comme celles de l'époque. Et alors, donc la difficulté, c'est que entre les matériaux qu'on utilisait à l'époque et ceux d'aujourd'hui, certains pigments ont disparu, des naturels ont été remplacés par des synthétiques, ce qui fait que même si nous avons l'intégralité des 526 recettes,
526 formules. La difficulté, donc, ça a été d'adapter avec les matières d'aujourd'hui pour créer les teintes quand même les plus à l'identique ou en tout cas les plus rapprochantes possibles de l'histoire. Et alors là, mon oncle a été d'une aide précieuse pour faire tout ce jeu de recalcul. Et donc, on a réussi à sortir ces 20 teintes symboliques. Donc, on a commencé ça en 2020 et sur notre lancée, on a continué. Et donc, aujourd'hui, nous proposons 400 teintes. Donc, on en a rajouté 100 en tout. Ouais. Et on espère, d'ici la fin de l'année, en ajouter encore. Voilà. Aujourd'hui, Stéphane ne fabrique plus totalement tout seul parce que nous avons employé quelqu'un Joseph, qui commence à vraiment là, depuis quelques mois, à peine, fabriquer. Donc, il commence, mais c'est long d'apprendre à fabriquer. Bientôt, je souhaite que ça arrive assez vite, mais il faut prendre son temps pour bien faire. Ils seront 2 à fabriquer et peut-être là, ce sera plus simple. La maison Pastel Giraud a été créée donc en 1780 et j'ai entendu dire, j'ai compris que vous ouvriez des visites d'ateliers. C'est le cas. J'ai vu que vous aviez une programmation aussi de stages. Oui, alors aujourd'hui, on a une boutique qui est attenante à une galerie. Donc, on expose des artistes aussi qui travaillent au pastel. Et puis, depuis quelques années maintenant, on propose des stages réalisés par des professionnels, mais en toute humilité. Ça veut dire que n'importe qui peut participer à nos stages. Ce sont des stages d'initiation ou de perfectionnement au pastel et différentes techniques du pastel, différents thèmes, etc. Et ça, on en fait 15 à 20 par an. Et depuis cette année, on commence, on ouvre effectivement au public. C'est quelque chose qu'on nous a énormément demandé. Les gens ont envie de voir, de savoir comment on fabrique. Mais comme je le disais tout à l'heure, alors d'abord recevoir du public, c'est pas évident. Il faut voilà, faire attention hein, quand on fait rentrer du monde dans un atelier, la sécurité avant tout. Et puis encore une fois, quand on fabrique tout seul, à partir du moment où on est sur une étape de fabrication, on n'est pas sur les autres et c'est pas facile de tout montrer. Il faudrait rester 2 jours avec nous pour voir les étapes complètes. Donc tout ça, il nous a fallu réfléchir à un fonctionnement. Et puis encore une fois, c'est énormément chronophage. 1 heure où on fait pas autre chose que s'occuper des gens et c'est normal. Mais ce qui fait que nous, ça nous pénalise en termes d'activité. Alors ça a été très très long à ce qu'on se décide de le faire. Mais voilà, c'est fait. On a depuis quelque temps mis un formulaire en ligne où on peut avoir les différentes dates et horaires, parce que pour l'instant, ça se fera jamais au pied levé de toute façon, puisqu'il y a toute une préparation. On a mis ça en place et on va accueillir des petits groupes. Voilà, on visite pour l'instant 1 fois par mois, 1 mois et demi à peu près. Ouais. Et quand je dis de préparation, c'est parce qu'on met en route les différentes étapes que les gens puissent tout voir. Donc, on commence les différentes étapes et puis comme ça, Stéphane et Joseph peuvent passer d'une étape à l'autre et vraiment tout montrer en partie, en tout cas. Ouais. Ça doit être chouette. Je pense. Ah ouais. Alors, j'avais une petite question là-dessus. Est-ce que, à l'occasion justement des visites d'atelier, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on voit quelques archives de la maison Giraud de plusieurs époques? Des points d'archives, on en a déjà dans notre galerie. On a sous vitrine de vieilles boîtes où on peut voir d'anciens pastels qui étaient fabriqués, qui ont plus de 100 ans maintenant. On a aussi notre tableau des médailles, parce que la marque a été 3 fois médaillée aux expositions universelles. Donc on a ce tableau-là qui est assez emblématique et donc d'archives. Voilà, on a plusieurs petits points comme ça, mais il n'y a pas forcément besoin de ces visites d'atelier pour les découvrir. Juste une visite dans notre boutique galerie peut suffire. Juste dans l'atelier, alors, il faut qu'on la remette en place, mais
Aujourd'hui, je vous parle d'une machine qu'on a refait faire sur mesure, mais on a notre ancienne extrudeuse qui a plus de 150 ans maintenant, sur laquelle Stéphane a commencé à travailler. Au départ, il a appris là-dessus d'ailleurs, qu'on va remettre, mais plutôt de manière muséale. En fait, on va la remettre au cœur de l'atelier pour que les gens la voient, mais on ne l'utilise plus. D'accord. Elle est toute en fonte, très très difficile à nettoyer. Parce qu'une des étapes dont je n'ai pas parlé, mais qui est cruciale, c'est qu'une fois qu'on a fabriqué une couleur, il faut nettoyer l'intégralité de tout ce qui a servi à la fabrication, toutes les machines, tous les ustensiles, tout l'atelier en fait, pour pouvoir fabriquer une autre teinte, évidemment. Si on pèse au centième de gramme près, c'est pas pour après mélanger les couleurs dans la fabrication. J'imagine, oui. Voilà. J'imagine. Oui, l'idée n'est pas d'avoir des effets, des effets de marbrure ou quelque chose de bicolore. Quelle est pour vous la couleur la plus difficile à produire ? Une des grandes qualités reconnues par les pastellistes de notre marque, c'est d'avoir une texture constante sur toutes nos teintes. Là où certains fabricants vont avoir selon les couleurs, des bâtons plus durs, d'autres plus tendres, Pastel Giro se targue d'avoir toujours une régularité dans sa texture. Et ça, c'est difficile parce qu'effectivement, les pigments ne réagissent pas tous de la même manière. Et certains vont rendre une texture plus dure ou plus poudreuse. On a, parce qu'il faut quand même être honnête et transparent, on a peut-être 5-6 teintes qui sont un peu plus fragiles, un peu plus tendres peut-être que les autres. Bon, 5-6 sur l'intégralité, ça va encore. Et je dirais que c'est peut-être celles-là qui sont plus difficiles à fabriquer. C'est parce qu'elles sont très, très chargées en pigments qu'elles sont vraiment beaucoup plus... Alors, elles sont toutes chargées en pigments, mais vraiment, on a un noir, par exemple, qui est... extrêmement, extrêmement noir et très, 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 très chargé. Et celui-là, par exemple, va être peut-être un peu plus difficile à fabriquer. On a un jaune très puissant aussi qui va peut-être être un peu difficile. Après, d'autres sont difficiles à marquer parce que quand on pose le tampon, il va falloir appuyer plus ou moins fort. Ça, c'est pareil, c'est une sensation parce qu'on ne marque pas toutes les couleurs de la même manière. Enfin, on n'appuie pas de la même manière, ça ne réagit pas pareil. Pour qu'à la fin, une fois sec, ils soient tous identiques et de même texture. Mais ça, c'est vraiment un ressenti, c'est vraiment la main qui fait tout. Vous citez vraiment une couleur plus difficile qu'une autre? Non, elles sont différentes avec leur petite façon de se comporter. C'est amusant, c'est comme si elles avaient des personnalités. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on les vit, nous. Est-ce que vous pourriez, justement, vous l'avez évoqué au tout début, et est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le coût de fabrication d'un bâton de pastel industriel et dans sa version artisanale? Citer des coûts, c'est difficile parce que effectivement, d'une couleur à l'autre et selon ce qu'on va utiliser comme pigment, les prix vont varier. D'ailleurs, certains fabricants vendent leurs bâtons à des prix différents selon les couleurs. Ça existe aussi. Bon, nous, on n'a pas fait ce choix. Quand on veut être sur de la qualité, et effectivement, je l'évoquais au départ, quand on fait attention à ce qu'on met dans nos produits, dans nos pastels, ne pas mettre de métaux lourds, ne pas mettre de matières qui coûteraient un peu moins cher et puis qui permettent de mettre moins de la matière nécessaire comme talc ou des choses comme ça. Tout ça, ça amoindrit les coûts, mais ça amoindrit aussi la qualité. Quand on veut rester sur une forte qualité, une grande qualité, évidemment, ça a un coût. Les gens ont parfois du mal à s'en rendre compte, mais je pense qu'ils sont en capacité de l'entendre et de le comprendre si on leur explique juste. Pour le moment, on arrive à rester encore non loin de la France, alors pas qu'en France, loin de là, mais en Europe, pour trouver nos pigments. On fait très attention aux pigments qu'on utilise pour deux raisons très simples. La première, c'est que mon mari a le nez dedans tout le temps.
hein. Donc, en termes de santé, voilà. Donc, pour la sienne et pour celle des utilisateurs, on fait attention aux matières qu'on met dans nos pastels. Mais là où des industriels font peut-être moins attention parce qu'ils sont moins exposés, parce qu'ils utilisent aussi peut-être des techniques avec plus de machines qui font le travail pour eux et moins le métier de la main. Tout ça, effectivement, ça joue sur les coûts, comme dans toute entreprise, hein, dans toute fabrication. On est en fabrication pure française, là où d'autres grandes marques ont décidé d'aller, et je parle de grandes marques qu'on connaît bien dans ce milieu-là, hein, ont décidé d'aller fabriquer ailleurs pour un coût de main-d'œuvre bien moindre. Tout ça mis bout à bout fait que oui, les coûts varient. On a aussi, il n'y a pas que la fabrication, il y a aussi tout ce qui est emballage. On ne pense pas forcément à ça, mais aujourd'hui, on a deux types d'emballage. Soit on propose dans des boîtes cartonnées, soit dans des boîtes en bois. Notre cartonnier est en Nouvelle-Aquitaine comme nous. Nos boîtes en bois, elles sont fabriquées par un artisan de notre village, de Montignac. Si je faisais fabriquer mes boîtes en bois en Asie, évidemment qu'elles me coûteraient beaucoup moins cher et que je pourrais vendre mes coffrets bien moins cher aux gens. Mais c'est pas dans notre démarche. On est une fabrication française, on a des labels d'excellence et de reconnaissance française pour ça. Il faut aller dans l'entièreté de la démarche. Et c'est vrai que... Mais ça, c'est... je pense qu'on ne prend pas assez le temps ou bien c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle là et que les gens puissent l'entendre, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Quand on l'explique, ils disent « Ah bah oui, effectivement », mais ils n'y pensent pas forcément et c'est normal. On veut des choses très belles, très pures, avec des lignes magiques. Oui, du papier blanc plutôt que du papier brut parce que ça fait plus classe, etc. Oui, mais la qualité, elle n'est pas là. Le même principe dans les fruits et les légumes, hein. On veut des fruits très très bien formés et tout. Oui, mais les vrais fruits qui n'ont pas subi d'engrais, de pesticides ou quoi, ils ont des formes un peu bizarres et c'est pas pour autant qu'ils sont pas bons. Au contraire, c'est la même chose. Il faut s'interroger sur la fabrication et puis l'emballage. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Et depuis les différentes crises qu'on vit depuis quelques années, là, on a des coûts en termes de carton, le bois, etc. Ça a pris... le prix a énormément augmenté et tout ça, il faut en être conscient. Les pigments aussi, les pigments deviennent de plus en plus rares, on extrait de moins en moins, donc les entreprises qui revendent les pigments se rachètent entre elles et tout, ça impacte énormément les coûts. Nous, on a des pigments qui valent très très cher, d'autres moins, et selon la couleur qu'on fabrique, c'est ce que je disais tout à l'heure, un bâton va revenir beaucoup plus cher qu'un autre parce que il y a des pigments qui ont explosé en termes de coûts. Ouais. Mais pour le moment, on se doit de les maintenir parce qu'on a trouvé des pigments de bonne qualité et qu'il faut qu'on réussisse à encore fabriquer avec, c'est sûr. Voilà. C'est une réflexion, vous avez une réflexion. Du coup, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a là maintenant et le savoir-faire, et puis il y a plus tard, quoi. Votre projection sur plus tard, ouais. Bien sûr. Ouais. Ça... on peut s'inquiéter, on va pas s'inquiéter des pigments et des choses qu'on trouvera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, mais... Non, mais il m'est déjà arrivé de devoir recommander un pigment et puis, il n'est plus fabriqué. Ah, et là, il faut se poser la question de comment retrouver une équivalence, il faut faire des tests... de rendu. Quand on l'intègre à une fabrication, il faut attendre la fabrication, les 3 semaines de séchage et tout pour savoir si ça va bien matcher et qu'on va avoir le résultat attendu. Et parfois, on s'arrache les cheveux. Hein. J'en ai encore, ça va. Mais quand on a des métiers comme ça de niche, encore une fois, je ne trouve pas d'autres termes, c'est délicat. En plus, de plus en plus, les fournisseurs demande à ce qu'on achète en quantité.
Nous, on a certains pigments qui vont devoir être renouvelés 1 ou 2 fois par an. On en a d'autres qu'on utilise moins ou moins souvent, qui entrent dans la composition de moins de teintes et qu'on va acheter pour quelques années. En fait, un sac va nous durer plusieurs années et puis d'autres qu'il va falloir renouveler régulièrement. Mais quand le fournisseur vous impose des quantités, quand on est tout petit, c'est pas évident en termes de coûts, en termes de stock. Faut pouvoir stocker, faut pouvoir il faut pouvoir sortir la trésorerie pour acheter en quantité, etc. Et des fois, c'est pas évident. Et si vous achetez pas la quantité, alors là, les prix, ils explosent encore plus. Enfin, bon, ça, c'est les joies de l'entreprise. Ça se décolore en combien de temps, justement, un pastel bas de gamme? Il s'abîme? Alors, vous parlez du bâton de pastel, pas de la peinture, pas de l'œuvre. Oui. Alors, là aussi, la qualité de résistance à la lumière va être très, très importante. Et moi, je choisis des pigments avec un indice de résistance à la lumière très, très élevé. Ce qui fait que le mélange de plusieurs pigments qui ont un bon indice vont me donner un bâton à la fin qui a une bonne résistance à la lumière. Mais on va avoir des bâtons qui vont être plus résistants que d'autres parce que rentrent dans leur composition différents pigments. Donc c'est très difficile de répondre à votre question parce que dans la mesure où on va utiliser, c'est toujours le même principe, des pigments de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité, donc des pigments qui résistent moins bien à la lumière, à partir du moment où on va les exposer au soleil, ils vont virer de leur couleur très rapidement. Je ne saurais pas vous donner un temps, mais ça peut aller très très vite si vraiment on les met en plein soleil. Mais dans tous les cas, même le meilleur des pastels avec les pigments les plus résistants, etc., il serait quand même indélicat, voire mensonger de dire que vous inquiétez pas, vous pouvez les exposer en plein soleil tout le temps, ils ne bougeront jamais et tout. Faut pas mentir aux gens tout de même. Pastel ou n'importe quel autre matériau, un canapé en cuir qui est devant une fenêtre mise en plein soleil, à un moment donné, il va blanchir aussi, même si le cuir est de très bonne qualité. Il faut faire attention. Il y a l'exposition au soleil qui peut enlever de cette force pigmentaire. Et puis, il y a aussi l'exposition au soleil qui peut transformer la texture, la tendreté du pastel. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, j'ai une dame qui avait acheté des pastels. Elle ne les avait pas achetés à moi, mais elle les avait achetés du temps de mon oncle. Mais peu importe, c'est pareil. Elle était venue me voir en me disant vos pastels étaient très tendre, c'était bien et tout. Et puis en fait, ils ont durci avec le temps et vous dites que ça ne bouge pas et elle n'était pas contente. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu comment elle s'en sert, parce que j'étais quand même très étonnée. Je me dis, mais est-ce qu'elle parle vraiment des nôtres? Parce que j'ai jamais eu ce genre de retour. Et là, la dame m'explique qu'elle peint dans sa... Comment? Je vais avoir... J'ai quelque chose qui démarre. Il faut que je l'arrête, ça va faire du bruit. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, j'essaye de comprendre comment elle s'en sert, parce que j'étais très étonnée. Et là, elle m'explique qu'elle a une véranda, donc toute vitrée, plein soleil, et elle peint dans sa véranda. Alors, c'est génial, parce qu'en termes de lumière, elle avait un atelier magnifique, finalement, mais elle m'explique qu'elle laisse ses pastels derrière une vitre, sans protection. Donc, les pastels prenaient le soleil direct tout le temps. Et alors, elle ne m'a jamais parlé du fait d'avoir perdu de la couleur, mais en tout cas, ils s'étaient mis à durcir. Bah oui, ils avaient cuit, tout simplement. Tout à l'heure, moi, j'expliquais que nos pastels sèchent à l'air libre. Peut-être certains sont cuits, je n'en sais rien, mais ou chauffés pour sécher plus rapidement, mais un pastel qui est en plein soleil, il cuit. Tout simplement. Et une argile qui cuit, on sait ce que ça donne. De la poterie, en fait. Voilà. Je mets en garde les gens plus par rapport à ça. Je leur dis de protéger leur bâton du soleil. Un endroit sec. Oui, ne serait-ce que de refermer les boîtes pour pas que le soleil tape directement dessus et les cuise. Oui, vraiment. Ouais.
Alors, par contre, en termes d'humidité, on m'en parle parfois parce que j'ai trouvé des pastels dans la cave, déménageant mon grand-père. Ou ça arrive parfois. Ils ont pris l'humidité, ils sont piqués de moisissures. On entend ça. Je parle pas forcément des nôtres, hein, mais des gens qui retrouvent des vieilles boîtes. L'humidité, en théorie, c'est pas très très grave. Les petites piques de moisissure, il suffit de les essuyer. L'humidité n'est pas très grave dans la mesure où on fabrique avec de l'eau. C'est humide au départ, donc il suffit de relaisser sécher et normalement on peut réutiliser. L'humidité est moins grave qu'au contraire quelque chose qui a beaucoup trop chauffé et séché. Ouais, bon à savoir. Mais c'est des petits conseils, oui. Ouais. OFG, Origine France Garantie. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste ce label sur son cadre réglementaire et sa nomination? Et comment est-ce que vous l'appliquez pour la fabrication de vos pastels? En fait, OFG, c'est aujourd'hui le seul label qui reconnaît vraiment l'origine du produit, parce qu'on entend beaucoup, et ça, il faut attirer l'attention des gens là-dessus. Le Made in France, fait en France, etc. Il y en a de partout, le bleu, blanc, rouge apposé partout. Il faut quand même, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communication là-dessus qui l'explique, mais il y a des produits qui vont venir d'un peu partout, et encore une fois, malheureusement d'Asie, qui sont assemblés en France et on va écrire Made in France dessus. Origine France Garantie, c'est un label qui regarde l'ensemble des composants du produit, l'origine des matières qui intègrent la composition des produits, mais aussi le lieu de fabrication, l'énergie employée, vraiment toutes les composantes du produit. Alors je m'explique. Par exemple, je vais prendre une explication contraire. Lorsque nous avons passé l'audit pour obtenir le label, pour que la personne qui venait nous expliquer, pour qu'on comprenne ce qu'elle nous dit, elle nous a pris l'exemple des confitures. On a un confiturier non loin de chez nous qui a le label Origine France Garantie que sur une partie de sa gamme, parce que il y a certains fruits qui ne sont pas produits en France et qui, du coup, ne pouvaient pas permettre d'obtenir le label, en tout cas sur une partie de ces confitures. Chez nous, ils ont regardé donc d'où viennent nos matières premières, nos pigments, nos blancs, enfin tout ce qui est vraiment qui rentre dans la composition même du bâton. Ils ont effectivement constaté qu'on fabrique bien en France, que nos emballages sont faits en France. Vraiment, on est allé jusqu'à regarder notre fournisseur d'énergie, c'est un fournisseur français. Enfin, tout est décortiqué. Le local dans lequel on travaille, vraiment tout est décortiqué. Ce qui fait que c'est pas parce que vous allez ramener une matière de l'étranger. Je parlais des pigments qu'on trouve parfois, qu'on ne trouve plus en France. Selon le pourcentage employé dans le bâton, vous allez avoir un pourcentage un score, je dirais, qui passe ou qui passe pas. Aujourd'hui, à mon sens, c'est trop peu. D'ailleurs, je fais un appel au label. Aujourd'hui, il demande que 50%, pour avoir le label, il faut avoir 50% au niveau du score. Ce qui fait qu'on peut effectivement avoir des matières qui rentrent dans la composition, etc. Nos 3 produits différents, c'est-à-dire le bâton tout seul, le bâton dans une boîte en carton, le bâton dans une boîte en bois. Parce que ça peut varier, comme je vous disais tout à l'heure, si mes boîtes elles venaient d'ailleurs. Et ils ont pris pour le bâton tout seul le détail le moins pertinent, c'est-à-dire où on a le plus de matière qui pourrait venir de l'étranger. Et en tout cas, à la fin des comptes, on a un score de 98%. C'est beau. Oui, mais voilà, aujourd'hui, il faut se méfier. Il a des cahiers des charges différents selon le type d'activité en agroalimentaire, par exemple. Et puis, je sais que dans le monde du textile, puisque aujourd'hui, les cotons, tout ça, faut prendre en compte le fait que s'il n'y a pas de fabrication, s'il n'y a pas de production en France au départ, c'est plus délicat. Donc, je sais qu'ils ont des cahiers des charges différents selon les domaines d'activité.
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon repère pour être sûr que c'est une véritable origine française, quoi. Je mets en garde, attention juste à la position d'un drapeau bleu, blanc, rouge qui tout vient d'ailleurs, mais parce que c'est assemblé dans une région de France, on met un bleu, blanc, rouge. Attention aussi, c'est pas un gage de qualité, c'est vraiment d'origine. C'est pas parce que c'est fabriqué en France que c'est d'origine française que c'est de bonne qualité. Non mais c'est vrai. Et nous pour cela, on a notre label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, qui lui reconnaît l'excellence des savoir-faire français. Donc les deux combinés, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont les deux distinctions combinées, mais c'est notre cas. Voilà. Pour faire connaître quelques artistes pastellistes contemporains, en citer quelques-uns que vous aimez personnellement. Et après, qui aimeriez-vous entendre dans le podcast ? Oui, c'est difficile de citer une ou deux personnes parce que notamment, je voudrais froisser personne et puis c'est voilà. Tout le monde se dit ça, bien sûr. Et puis après, les gens peuvent se dire oh, on n'a pas pensé à moi et pourquoi ? Oui, c'est toujours très délicat. D'autant que je dis toujours que sans les artistes, il n'y a pas de fabricants. Donc c'est grâce à eux quand même qu'on vit, qu'on travaille. Mais moi, actuellement, j'ai quand même un coup de cœur pour un artiste qui s'appelle Alexis Le Borgne. Il aura juste 30 ans à la fin de l'année. Qu'il est incroyable tant en pastel qu'en aquarelle. Enfin, il touche à tout. Ça fait partie des grands artistes qui seront l'avenir du pastel. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Aurelio Rodriguez Lopez, qui est, à mon sens, un des meilleurs au monde en termes de pastel hyper réaliste. Après, on en a plein. Il y a des artistes avec qui on travaille et puis d'autres qui on ne travaille pas forcément avec eux, mais qui sont sur la place. Voilà. On a des artistes russes comme Olga Abramova, très connue. C'est très, très beau ce qu'elle fait. Des gens un peu plus décalés. Là, je vais recevoir, par exemple, un artiste qui est un petit peu moins connu peut-être, mais en pleine émergence. Enfin, en tout cas, je lui souhaite. Il s'appelle Alexandre Granger et son travail est très, très, très décalé. Il bouscule les genres. Voilà, il va mettre en scène des personnages. Bon, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Oui. On va l'exposer bientôt chez nous, mais c'est très, très, très décalé. Donc, il faut le savoir. Mais je trouve qu'il faut aussi bousculer. Le pastel, c'est pas que des portraits et des paysages. Faut essayer d'aller voir un peu plus loin. Donc, ça me plaît pas mal. Voilà, des gens comme David de Cobert. Enfin, il y a des gens qui traitent l'eau aussi très très bien. Je pense à Sylvie Poisson, des gens comme Nathalie Murat qui traitent l'eau. Ou alors on parlait de coloristes tout à l'heure. Je pense à Annick Valnet, Joël Achard. Enfin voilà, je vous en ai cité plein, mais et puis je suis désolée pour tous les autres. Il y en a plein, j'en ai plein en tête. Par le biais aussi de ces artistes, de faire des petits sauts de puce et d'en découvrir d'autres et de citer d'autres gens aussi. Et si les gens, parfois les gens disent oh, dans les commentaires on ne sait pas quoi dire, vous pouvez citer encore plein d'autres gens. C'est ça, oui, parce qu'il y en a tellement qui sont très très bons. Il y a plein d'Américains que j'ai pas cités, j'en ai plein en tête là, mais moi je vous ferai une liste à l'après-vert pour citer tous les gens que j'admire, surtout que moi j'ai aucun talent, donc c'est superbe. J'ai pas de préférence pour un seul artiste, il y a plein d'univers différents. En plus, on peut tout faire au pastel, contrairement à d'autres médiums où on est plus spécialisé dans un thème ou un autre. Le pastel permet vraiment de tout faire. Et ça, dès le 18e, il y a eu un traité qui s'appelait le traité de la peinture au pastel. Et dès le départ, ils écrivaient déjà à l'époque que c'est un matériau qui est très encourageant parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Tout de suite, on a du résultat. Et puis, on a vraiment le lien avec la matière. Il n'y a pas l'intermédiaire du pinceau, par exemple. Et ça plaît beaucoup. Non, je suis pas forcément objective, mais si, franchement, c'est magnifique. Et nous, la galerie que nous avons à Montignac permet de ça. On expose différents thèmes, différents styles. Et les gens, souvent, disent « Oh, mais tout ça, c'est fait avec ces petits bâtons-là ?» Ben oui, en fait, les gens, parfois, ont une méconnaissance
malheureusement du pastel. On peut vraiment tout faire avec et c'est incroyable, de l'abstrait à l'hyper réalisme. Je dresserai la liste que vous nous avez, enfin toutes les personnes que vous avez citées, je dresserai la liste avec les liens des sites et tout ça. Je documenterai en commentaire. En fait, sur notre site à nous, j'ai créé une galerie virtuelle aussi. Oui, j'ai vu. Où on peut aller rentrer dans les univers de plein d'artistes différents. Et ça permet aux gens d'aller un peu voir tout ce qui est possible et ensuite de là aller vers les sites des artistes même et continuer d'explorer si ça leur plaît. Et puis, qui est-ce qu'on aimerait entendre lors d'un prochain podcast ? On en a parlé un peu tout à l'heure, ça peut être une très bonne idée que de trouver quelqu'un qui travaille à la recherche de la couleur ou de la création de pigments et qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour continuer à avoir à disposition des fabricants de couleurs, ou des utilisateurs de couleurs, parce que du coup, les fabricants de couleurs, ça a deux sens, le mot fabricant de couleurs, mais des gens qui travaillent sur la recherche de pigments ou de comment les créer de manière synthétique et de bonne qualité. Parce que sinon, si tout le monde fait semblant de ne pas savoir, au niveau ressources, quoi ? De quoi on parle là ? Bah oui. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous.